Bonjour à tous. L'an dernier, j'ai fait 3 vidéos sur l'astronomie grecque pour vous présenter quelques-uns de ces philosophes complètement géniaux. Alors, je vous mets les liens dans la description si vous ne les avez pas vus. Et puis si c'est le cas, ça ne vous empêche pas de voir cette vidéo, il n'y a aucun souci. Je m'étais arrêté à Ptolémée, qui a clôturé la longue période d'effervescence scientifique du monde gréco-romain, débutée par Thalès au 7e siècle avant notre ère. Ptolémée meurt en 168 à Alexandrie, et il lègue plusieurs livres qui compilent le savoir antique qui l'a précédé. Parmi eux, son chef-d'œuvre, la Grande Composition. Ce livre reprend toutes les connaissances astronomiques de son époque. On imagine souvent qu'après Ptolémée et les Grecs, le monde retombe dans l'obscurantisme dont il ne se relèvera qu'à la Renaissance italienne. Copernic, Newton, Kepler, Galilée se révéleront en héritiers des grands philosophes et se baseront sur leurs écrits, dont la Grande Composition de Ptolémée, pour faire la révolution héliocentrique. Bon alors c'est au moins à moitié faux. Car les véritables héritiers de Ptolémée sont les savants arabes qui, par leur traduction de la Grande Composition, qui devient l'Almageste, leurs corrections et leurs apports, vont fournir le véritable socle sur lequel Copernic et ses successeurs vont se baser. Je vous propose donc pour cette vidéo de vous parler de quelques-uns de ces savants exceptionnels qui n'ont pas à rougir devant les Hippare, Euclide ou Ératosthène. Et pour que cela soit un peu plus digeste, je vais faire cette vidéo en 2 parties. Au IXe siècle, rien n'a changé depuis Ptolémée. L'état des connaissances astronomiques est donc le même. La Terre est au centre du ciel, ronde et immobile, tous les astres tournent autour de la Terre, et le cercle étant la forme parfaite, tous les mouvements orbitaux sont circulaires. Et on en a parlé ensemble, pour expliquer les mouvements apparents des astres, notamment lors des rétrogradations des planètes, il a fallu aux Grecs inventer des artifices de plus en plus complexes, comme les épicycles. Je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet qui expliquent les principaux concepts présents dans l'Almageste, le livre de Ptolémée, dont nous allons pas mal parler ici. Je vais quand même juste faire un petit rappel sur ce que sont les épicycles. Alors, dans le modèle alors admis à l'époque, les planètes, dont Mars par exemple, tournent autour de la Terre et non pas autour du Soleil. Si on note leur position tous les soirs au même moment, elles devraient donc avoir dans le ciel une trajectoire en arc de cercle comme le Soleil. Et pourtant, c'est pas le cas. Elles semblent parfois avancer, puis revenir en arrière, faire une boucle et repartir. Pour expliquer cela, dans le modèle géocentrique, les Grecs, notamment Hipparque, ont imaginé un système où les planètes ne tourneraient pas sur des cercles autour de la Terre, mais sur des cercles autour de la Terre. Au début ça marche très bien, mais plus les mesures deviennent précises, plus les incohérences apparaissent. Certains commencent alors à questionner le modèle géocentrique, comme Aristarque, on l'a vu, mais la plupart se contentent juste de corriger et de complexifier le modèle des épicycles pour expliquer leurs mesures. Et jusqu'à ce que de nouvelles mesures montrent de nouvelles incohérences, etc. Les Arabes, justement, vont faire de nombreuses mesures de plus en plus précises et ils vont améliorer les mathématiques grecques grâce à leur connaissance du monde indien. Et à partir de cela, ils vont commencer par corriger, comme les Grecs après Hipparque, puis enfin commencer à questionner le modèle de Ptolémée. Alors, pourquoi un tel intérêt de leur part envers l'astronomie ? Bon, en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première est logistique. Les nombreuses tribus nomades arabes ont besoin de se repérer dans le désert. Et pour cela, les étoiles sont un moyen assez efficace. Mais il y a aussi des raisons religieuses. Déterminer l'heure des 5 prières journalières, connaître la direction de la Mecque, et déterminer le début du Ramadan. Tout cela avec un calendrier lunaire un peu spécial. Dans le calendrier hégirien, le mois débute avec l'apparition du premier fin croissant de lune à l'horizon. Et pour pouvoir prévoir ce phénomène, il a fallu simplement inventer la trigonométrie sphérique, rien que ça. Mais surtout, à la différence du monde chrétien, il n'y avait aucune influence religieuse dans toutes ces recherches, ce qui a permis de les pousser assez loin. On distingue 2 périodes pour l'astronomie arabe. La première se situe entre le 9e et le 11e siècle. On traduit les ouvrages de Ptolémée, on fait de nouvelles mesures, on complète les ouvrages et on y apporte de petites corrections, mais sans toucher l'essence. La deuxième période, du 11e au 16e siècle, va beaucoup plus loin. Les avancées sont majeures, surtout en mathématiques, et ces outils, couplés aux données d'observation de plus en plus précises, vont permettre de commencer à critiquer le modèle grec. Et leurs livres serviront de base aux savants de la Renaissance pour faire tomber définitivement le modèle géocentrique. Le calife abbasside Al-Mahmoud règne à Bagdad de 813 à 833. Son père est le célèbre Haroun al-Rachid. Alors vous le connaissez tous, c'est le calife des 1001 nuits, et son vizir, qu'il finira par faire exécuter, c'est Jafar.
Il fait aussi venir de nombreux manuscrits de Byzance et surtout exige comme condition de paix avec cette même Byzance une copie de l'Almageste, le grand livre de Ptolémée. Sans cela, le texte de Ptolémée et avec lui la plus grande partie des connaissances du monde grec en astronomie auraient été perdues. Alors difficile de dire quelle serait à l'heure actuelle notre vision du monde sans ça. En 829, il crée le premier observatoire permanent du monde à Bagdad, puis en 832 la Maison de la Sagesse, un lieu qui faisait office de bibliothèque et qui accueillait des réunions de savants où l'on traduisait des manuscrits. Il mène lui-même une expérience d'observation pour tenter de mesurer la distance d'un degré de latitude terrestre. Le cratère Almanon sur la Lune est nommé en 1935 en son honneur. Muhammad ibn Musa al-Khwarishmi, dit al-Khwarishmi, né dans les années 780, probablement à Khiva, dans la région du Khwarezm, dans l'actuel Ouzbékistan. Alors pour les astronomes arabes, c'est un peu comme la Casa de Papel, ils ont tous des noms de villes. Sauf peut-être Al-Hazen. Bon, en même temps, lui c'est un peu le professeur, bref. Al-Khwarishmi est connu chez nous par son nom latinisé Algorithmus. Oui, c'est bien de son nom qu'est tiré ce fameux mot utilisé par tous les Google, Facebook, etc. Il vit la plus grande partie de sa vie à Bagdad, sous le patronage d'Al-Mamoun, ville où il meurt en 1150. Alors malheureusement, on ne connaît rien de sa vie, mais ce qu'on sait c'est qu'il a écrit de nombreux livres. Algorithmus est le père de l'algèbre en mathématiques. Son livre le plus connu s'intitule simplement « Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison ». Le mot algèbre vient d'ailleurs du titre de ce livre « Restauration en arabe ». Il étudie dans cet ouvrage la résolution des équations du premier et du second degré. Petit souvenir de lycée. Alors petite anecdote intéressante, il n'y a aucun chiffre dans cet ouvrage. Toutes les équations y sont décrites par des mots. Bon courage pour la résolution. Il est aussi le premier à introduire la notation X pour décrire l'inconnu qu'il nomme la chose. Dans un autre ouvrage, le livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul indien, il décrit le système de numération décimale qu'il a observé chez les Indiens. Grâce à lui, ces chiffres vont se diffuser dans tout le Moyen-Orient puis l'Espagne. Vers l'an 1000, cette traduction latine fera de ces chiffres, que l'on appelle désormais arabes, la norme dans le monde chrétien, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il a aussi repris la géographie de Ptolémée qu'il a enrichi pour créer son propre traité sur la géographie. Il y cite les principaux lieux du monde arabe avec leurs coordonnées, latitude et longitude. En astronomie, il produit en 830 les tables indiennes, des tables astronomiques basées sur une compilation de données grecques et indiennes. Ces tables sont les plus anciennes du monde arabe qui nous soit parvenues. De tradition indienne, elles auront une grande influence dans la constitution des tables astronomiques de tout l'Occident arabe. Il a aussi écrit plusieurs ouvrages sur la construction et l'utilisation de l'astrolabe, le seul instrument d'observation astronomique jusqu'à l'invention de la lunette à la Renaissance. Mais il était aussi astrologue et il aurait prédit au calife une vie très longue, plus de 50 années de règne à venir, alors que celui-ci mourait 10 jours après la prédiction. Oui, on peut pas être bon partout. Comme son calife, en 1973, un cratère sur la Lune est nommé en son nom, Al-Khwarishmi. Mais en plus, 2 astéroïdes portent aussi son nom. Plutôt classe quand même. Contemporain, Abu Abbas Ahmad il-Muhammad il-Fatir al-Farghani, dit al-Farghani, né en 805 à Fergana en Sogdiane, là aussi dans l'actuel Ouzbékistan. Il rejoint Bagdad, lui aussi dans la Maison de la Sagesse, au service du calife Al-Mamoun. Entre 833 et 857, il rédige les éléments d'astronomie, une mise à jour de l'Almageste de Ptolémée, où il apporte des corrections basées sur des observations persanes, notamment pour l'inclinaison de l'écliptique, dont on a parlé dans les vidéos précédentes, ou encore pour le rayon de la Terre. Son livre connaît une large diffusion dans le monde musulman, mais sa traduction en latin, au XIIe siècle, va aussi avoir une grande influence en Europe. Son calcul de la mesure d'un degré de latitude, 56 000 nautiques et 2 tiers, fut repris par Christophe Colomb pour calculer la circonférence de la Terre. Al-Farghani parlait de 1000 nautiques, mais Colomb crut que Al-Farghani parlait de 1000 romains et convertit donc son estimation à 45 000 nautiques. C'est un détail, mais ce calcul convainquit Colomb de la faisabilité du voyage jusqu'en Inde par l'Atlantique, puisqu'il donnait une distance des îles Canaries au Japon de seulement 4500 km. Alors, si vous suivez bien mes vidéos, c'est la 2e fois qu'une erreur de mesure fut à l'origine du voyage du grand navigateur. Al-Farghani meurt en 861 en Égypte. Et puisqu'il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas eu le droit lui aussi, en 1935, le cratère lunaire Alpharganus fut nommé en son nom. Abu Abdallah Muhammad ibn Jafir ibn Simba al-Battani al-Harani, dit al-Battani, né à Batan en 858 en Anatolie. Il est connu en Europe sous le nom d'Al-Batenius. On le surnomme le Ptolémée des Arabes. Il vit majoritairement à Raqqa, mais voyage aussi à Bagdad, Damas ou encore Antioche.
Il écrit de nombreux ouvrages, mais son livre principal est le livre des tables astronomiques. Il fait de nombreuses mesures d'une précision remarquable. Il va recalculer l'obliquité de l'écliptique, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et trouve la valeur de 23 degrés 35 minutes. La valeur aujourd'hui est de 23 degrés 44 minutes, c'est vraiment remarquable. Il reprend le calcul d'Hipparque sur la précession des équinoxes, c'est-à-dire le déplacement de l'axe de la rotation de la Terre. Des 1 degré par siècle d'Hipparque, il arrive à 54,5 minutes. La valeur aujourd'hui est de 50,3 minutes. Il calcule aussi la durée de l'année solaire à 365 jours, 5 heures et 48 minutes 24 secondes. Aujourd'hui, on mesure 365 jours, 5 heures 48 minutes 45 secondes. 21 secondes de différence seulement. Il produit aussi un catalogue de 489 étoiles. Il perfectionne la trigonométrie d'Hipparque, mais surtout, il remplace la géométrie de Ptolémée par la trigonométrie dans l'étude du ciel, ce qui explique ses résultats extrêmement précis. Il découvre aussi que l'excentricité de l'orbite du Soleil est variable. Mais il n'ose pas faire le pas que fera Kepler plus tard, remplacer les trajectoires circulaires par des trajectoires elliptiques. Il meurt à Raqqa en 930. En 1543 est publié Les Révolutions des sphères célestes de Nicolas Copernic, ouvrage fondateur de l'héliocentrisme. Dans cet ouvrage, Nicolas Copernic se réfère à Al-Battani, montrant qu'il s'est grandement inspiré de son travail. Et comme pour tous les autres, en 1935, on a nommé un cratère sur la Lune en son nom, Albatejnus. Il y a eu beaucoup d'astronomes arabes célèbres à cette époque, je ne peux malheureusement pas parler de tout le monde. Mais alors, il y en a un à côté de qui on ne peut vraiment pas passer. Abu Ali al-Hassan ibn Haytham, plus connu sous le nom d'Al-Hazen, est né à Bassora en Perse en 965. Il commence sa carrière à Bassora, mais est très vite convoqué par le calife Hakim au Caire. Ce dernier souhaite résoudre le problème des crues du Nil. Il part en expédition en plein désert pour remonter les sources du Nil et imagine un barrage au niveau d'Assouan. Mais il se rend vite compte de l'impossibilité de cette tâche. Alors il n'a pas tort, puisque ce barrage ne sera construit qu'en 1970. Et comme il a peur de se faire exécuter par le calife à son retour, il se fait passer pour fou et est assigné à résidence. Il profite de cette période pour écrire près de 200 ouvrages scientifiques. Malheureusement, comme souvent, très peu ont survécu jusqu'à nous grâce à les traductions, notamment latines. En 1021, le calife Hakim meurt et Al-Hazen cesse de feindre la folie. Il a 56 ans. Il peut enfin voyager, notamment en Andalousie, arabe à cette époque, et important foyer culturel et scientifique du monde musulman. Il meurt au Caire en 1040. Alors, s'il y en a encore pour avoir cette image d'obscurantisme, simplicité, de naïveté médiévale, je vous propose de lire quelques lignes d'Al-Hazen. La recherche de la vérité est ardue, la route qui y conduit est semée d'embûches. Pour trouver la vérité, il convient de laisser de côté ses opinions et de ne pas faire confiance aux écrits des anciens. Vous devez les mettre en doute et soumettre chacune de leurs affirmations à votre esprit critique. Ne vous fiez qu'à la logique et à l'expérimentation, jamais à l'affirmation des uns et des autres, car chaque être humain est sujet à toutes sortes d'imperfections. Dans notre quête de la vérité, nous devons aussi remettre en question nos propres théories à chacune de nos recherches pour éviter de succomber aux préjugés et à la paresse intellectuelle. Agissez de la sorte et la vérité vous sera révélée. Et si jusque-là ses successeurs s'étaient contentés d'enrichir et d'améliorer l'Almazest, Al-Hazen, lui, va critiquer de nombreuses thèses portées par Ptolémée et relever de nombreuses incohérences. Al-Hazen a notamment travaillé sur l'optique géométrique et physiologique. Reprenant le vieux débat sur la nature de la lumière, on en a parlé dans la vidéo sur la lentille de Nimrud, il contredit Ptolémée et Euclide qui défendaient la théorie, je vous rappelle, que l'œil envoie un rayon lumineux sur un objet pour expliquer l'image. Il explique donc que la lumière est émise par le soleil et réfléchie par les objets pour arriver jusqu'à l'œil où l'image se forme. Il fait les premiers diagrammes anatomiques de l'œil, travaille sur la persistance des images, la reconnaissance des objets. Et Al-Hazen, ce n'est pas Aristote, il ne se contente pas d'énoncer des faits, mais il a une vraie démarche scientifique et il cherche à prouver chacune de ses théories. Il travaille sur la réfraction, explique pourquoi le soleil et la lune semblent plus gros lorsqu'ils sont plus proches de l'horizon, il travaille sur la réflexion des objets, etc. L'histoire lui retient aussi la résolution d'un problème célèbre autour de la réflexion sur un miroir sphérique. Ce problème porte d'ailleurs le nom de problème d'Al-Hazen. Il invente le concept de chambre noire pour faire ses expériences optiques. Bref, vous l'avez compris, son livre Traité d'optique aura une influence capitale avec sa traduction latine en 1270. Il sera utilisé par les plus grands scientifiques de la Renaissance que sont Newton, Descartes et tous les autres. Alors il a aussi étudié la mécanique du mouvement. Il dit par exemple qu'un objet en mouvement continue de bouger aussi longtemps qu'aucune force ne l'arrête.
Vous avez reconnu, hein, c'est le principe d'inertie qui sera énoncé par Galilée et mathématisé par Newton un peu plus tard. Et donc, en 1935, on nomma un cratère sur la Lune Alazen. Et puis on rajouta aussi un astéroïde en 1999. Bon, vous l'avez compris, hein, autant mon grec préféré c'est Hipparque, autant mon arabe préféré c'est clairement Alazen. Hein. Et en plus, il a vraiment un nom qui claque. Afzal Muhammad ibn Ahmad Abou al-Rena dit al-Biruni, né en 973 à Kast dans l'actuel Ouzbékistan. Alors pour vous donner une idée du personnage, à 17 ans, il calcula la latitude de sa ville Kast. Vous faisiez quoi vous à 17 ans? Non, parce que lui, à 22 ans, il avait déjà écrit plusieurs ouvrages, dont un notable sur les méthodes de la projection des cartes géographiques. En astronomie, il commence par observer des éclipses de lune et de soleil, et commence à corriger les erreurs de mesure de ses prédécesseurs. Il calcule aussi le rayon de la Terre, 6340 km. La vraie valeur est de 6378, c'est-à-dire une erreur de seulement 37 km. Al-Biruni voyage beaucoup, notamment en Inde, où il échange avec de nombreux autres scientifiques locaux partisans de l'héliocentrisme et de la rotation de la Terre. Il est au courant des travaux d'Aristarque de Samos, et puis je vous renvoie encore une fois aux vidéos sur les Grecs, mais il creuse le sujet et n'arrive pas à trancher. Il conclut toutefois que l'héliocentrisme ne pose aucun problème mathématique. Mais il n'ose pas faire le petit pas supplémentaire. Bref, en plus de tout ça, il contribue beaucoup aux mathématiques à travers près de 100 ouvrages qu'il a écrits au long de sa vie. Parmi ses nombreux apports, on peut parler de la fameuse règle de 3, de l'étude des nombres irrationnels, dont pi, de la géométrie, de l'algèbre, de la combinatoire, etc. Avec Al-Biruni se termine la première période de l'astronomie arabe. Très centrée sur le Moyen-Orient, elle complète l'astronomie grecque en y ajoutant les observations indiennes et celles plus précises faites par les observatoires arabes. Mais justement, cette prolifération de données va commencer à montrer les limites du modèle de Ptolémée et ouvrir la seconde période de l'astronomie arabe.